Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Il y a quelques semaines, nous avons vécu un triste anniversaire, la première année de la crise sanitaire mondiale de la Covid-19. Les cafés, hôtels et restaurants sont toujours fermés, certaines brasseries ont mis la clé sous la porte, d'autres se démènent pour survivre et bradent leur production pour éviter d'avoir à la détruire. Mais malgré tout, dans cette période difficile, certains se lancent dans l'aventure brassicole. Saison 4, épisode 4, Antoine Gobrecht, brasserie Gobrecht à Lille. La brasserie Gobrecht n'est pas vraiment une création, il s'agit plutôt d'une reprise. Antoine Gobrecht a donné son nom à l'ancienne brasserie Lille, L-I-L. Elle avait été créée en septembre 2017 et Antoine Gobrecht en est déjà le troisième propriétaire. Issu du monde du vin, le jeune brasseur a déjà créé ses premières recettes et développé sa marque. Il a aussi investi pour agrandir la brasserie existante. Il nous accueille dans cette ancienne filature devenue brasserie en plein centre-ville de Lille. Bonjour, donc Antoine Gobrecht, le propriétaire de la brasserie Gobrecht, anciennement brasserie Lille, que j'ai racheté au mois de mars 2020. Bonne année pour acheter une entreprise. Marié, 3 enfants, j'habite à Lambersart. J'ai 38 ans. Cette brasserie que tu viens de racheter il y a quelques mois, Antoine, ouais. C'était un peu une brasserie qui se cherchait sur la scène brassicole, en tout cas dans les Hauts-de-France, parce que en quelques années à peine, tu es déjà le troisième propriétaire. Ouais, alors effectivement, c'était sujet à pas mal de réflexions personnelles et pas mal d'interrogations de la part des proches ou d'aujourd'hui de confrères brasseurs quand j'ai annoncé que je reprenais la brasserie Lille. Moi, je pas pour habitude de refaire le passé, mais effectivement, les 2 prédécesseurs ont fait chacun une année. Toujours est-il que moi j'ai repris cette brasserie en connaissant le passé. J'ai construit du coup un projet de développement qui aujourd'hui, je pense, tient la route. On a quintuplé en une année la production. Ce qui s'est passé avant, c'est peut-être un manque de commerce, tout simplement, ou de communication, j'en sais rien. Je suis pas là pour donner des leçons. Moi, je fais mon bonhomme de chemin. On a fait beaucoup d'investissements, par contre, pour aujourd'hui la développer et la rendre pérenne et rentable. On a pas mal investi et aujourd'hui, les clients nous le rendent bien parce que quand j'ai racheté, je disais, ça faisait 260 hectos et là, on en fait 1120 à fin février. Donc ça montre que en bossant, en ayant une stratégie, en se donnant un cap, on peut y arriver, quoi. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. T'es arrivé dans la bière un peu par accident, t'as un parcours plutôt classique, école de commerce, t'as traîné tes guêtres dans la grande distribution. En 2012, tu deviens caviste, une expérience qui va durer 6 ans et demi. Comment est-ce que tu quittes tout pour te dire, tiens, je vais devenir brasseur ? Alors ouais, effectivement, mais je suis plutôt un profil très vin et un peu spiritueux. Alors comment on quitte tout pour devenir brasseur ? En fait, c'est un cheminement, quoi. J'ai été donc effectivement caviste. J'ai baigné dans mon enfance dans le commerce, dans les bons produits, etc. Je suis tombé là-dedans quand j'étais petit, un peu comme Obélix dans la marmite de Potion Magique. Alors je suis pas tombé dans la bière, même si j'ai un grand-père qui tenait un café, mais dès que j'ai pu attraper la pompe, je tirais des bières pour les clients. Donc la bière est venue un peu plus sur le tard quand j'ai été caviste, avec la rencontre des copains de l'échappée bière qui ont créé l'échappée à peu près en même temps que moi j'ai créé ma cave. Et on faisait énormément de dégustations ensemble. Et donc comme ça, je suis venu petit à petit à la bière. J'ai fait grandir mon rayon bière dans ma cave et notamment dans la franchise des Domaines qui montent. Et donc je me suis intéressé, comme à l'époque je l'avais fait pour le vin, de plus en plus à la bière. Et une fois que j'ai fait mon expérience de caviste, après avoir vendu des produits pendant 6 ans, j'avais vraiment une envie profonde de produire moi le produit que je vendais, quoi. Donc j'ai vendu ma cave, j'ai continué pendant une petite année à vendre du vin et des spiritueux au restaurant de la région. Et un soir, en buvant une bière, toujours avec des copains, j'ai appris que la brasserie Lille était à vendre. Et je me suis dit que c'était tout à fait ce que je voulais. Ça faisait 1 an que je cherchais quelque chose dans le style à reprendre. Et je me suis dit, moi je suis passionné par la bière, je suis passionné par la région. J'ai envie de produire. À partir du moment où on a un outil de production, le champ des possibles est énorme, quoi. Et aujourd'hui, je suis pleinement
vraiment satisfait de mon choix parce que effectivement je m'éclate à créer des produits et j'ai encore plein d'idées. On a créé la sans alcool, on a créé une limonade houblonnée, j'ai d'autres projets en tête pour l'avenir. Aujourd'hui on est juste limité par notre capacité de production, mais les idées sont là, elles viendront dans les années à venir, quoi. Et ça t'a donné un bon prétexte pour plus quitter la région et convaincre ta femme. Voilà, c'est tout à fait ça. Et c'est sûr que là, comme je lui ai dit, on va rester à Lille et en plus plein centre-ville. Ça a été sujet à discussion. Parce que l'idée c'était de partir un peu plus à la campagne, parce qu'on n'est pas trop des citadins avec ma femme et mes enfants. Mais voilà, aujourd'hui je trouve que c'est un avantage d'être quand même plein centre-ville. Alors on est un peu limité avec ces histoires de crise sanitaire au niveau réception du public, animation en brasserie, etc. Bon, on repensera le projet. Aujourd'hui on va vite être petit là où on est. Dans 1 an ou 2, on devra déménager, ça c'est clair et net. Donc on repensera l'endroit un petit peu plus loin et avec possibilité d'accueillir du public et de faire un peu des événements, la taproom qui va bien, etc., quoi. Donc ça, c'est déjà en réflexion dans ma tête, on va dire, mais ça va devoir vite se concrétiser si on veut continuer à grandir, quoi, parce que là, le local est pas très grand. T'étais caviste, tu rachètes une brasserie, mais c'est pas ça qui fait de toi un brasseur. Non, c'est pas ça qui fait de moi un brasseur. J'ai découvert la partie... Alors déjà la bière, je l'ai découvert sur le tard, mais la partie... sur le tard, de manière un peu plus pointue, parce que je consommais de la bière depuis bien longtemps. Et donc la partie vraiment brassage en tant que telle, c'est arrivé à partir du moment où j'ai su que j'allais racheter la brasserie. Je me suis dit, moi, il faut que je sache faire ma propre bière, même si j'avais déjà l'idée d'embaucher un brasseur, parce que je connais mes limites techniques sur le sujet, mais je voulais maîtriser mon produit, quoi, et concevoir mes recettes, etc. Ce qu'aujourd'hui je maîtrise sans problème. J'ai brassé chez des copains, donc notamment Raphaël Dortoni, la brasserie des Trois Clochers. Et ensuite, c'est donc Théodore Beccard, Brewing Theory, avec qui je me suis formé de manière théorique dans un premier temps, puis pratique ici à la brasserie, avec les mains dans le cambouis, parce que moi j'estime que c'est vraiment comme ça qu'on apprend le plus. Et puis aujourd'hui, on continue à essayer de s'améliorer en permanence, aussi bien la qualité de nos bières que le process en tant que tel, pour pouvoir toujours sortir des bières correctes et de plus en plus meilleures, si on peut dire ça comme ça, c'est pas très français. Puis après on travaillera aussi sur d'autres recettes futures sur la gamme 104 pour toujours ramener des nouveautés, quoi. Tu l'as dit, on est en plein centre-ville, on est à Lille, on est à l'ombre du beffroi de Lille, d'où le nom 104 d'ailleurs, puisque ce nom que tu as donné à ta gamme, c'est la hauteur du beffroi. Le 104, alors c'était tout un sketch, on va dire, de trouver des noms, c'est jamais simple. Et donc effectivement 104, ça s'est trouvé comme ça un soir de réunion de famille. Et donc c'est bien la hauteur du beffroi de l'hôtel de ville. On a essayé de reprendre de manière un peu graphique sur l'étiquette le beffroi. Et on le retrouve également sur la Lille, où on a incorporé le nom Lille dans le haut du beffroi. Et encore une fois, c'est parce qu'on est à Lille et parce que dans le Nord, c'est la région des beffrois et que moi, ça me va bien d'avoir des symboles de la région sur mon étiquette. On est dans une brasserie urbaine, en plein centre-ville. C'est quoi les avantages et les limites de cette implantation ? On va commencer par les avantages. Avec la vague du consommé local en ce moment, c'est-à-dire que là, au niveau local, pour les magasins lillois qui nous distribuent, aujourd'hui, il y a un peu plus local que nous et nos confrères brasseurs centre-ville de Lille, parce que c'est un réel avantage de dire voilà, la bière est brassée ici rue Frédéric Mottet, donc on est derrière la mairie de Lille, si je prends un de nos clients, le Carrefour City rue de Tournai qui est à 500 mètres, là il n'y a pas plus près, quoi. D'ailleurs les magasins aujourd'hui communiquent pas mal là-dessus en disant brasserie à moins d'1 kilomètre du magasin, donc ça c'est un réel avantage en termes commerciaux, on va dire. Après, un des inconvénients, c'est que quand on commence à faire un peu de volume et qu'on consomme de la matière première, ou de l'emballage, ou de la bouteille, en termes de chargement, déchargement de camions, ça se complique un peu, on embête un peu nos voisins. Pour l'instant, on a des bons rapports, mais ça pourrait se compliquer. On bouche régulièrement la rue, même si on a la police municipale qui est juste en face de chez nous. Pour l'instant, on n'est pas trop embêté. Et tu l'as vu en arrivant, quand on charge et on décharge la petite camionnette pour livrer, ça peut des fois se compliquer, mais voilà, on fait avec. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui voit le côté positif des choses, et je fais que ce que j'ai pour l'instant, et ça se passe très bien.
Ça barbote. Ça fermente là, c'est parti. C'est brassé hier. Alors, donc là on va visiter, on est donc ici dans la partie prod pure. On est devant le bloc chaud. Donc c'est du matériel assez simple mais efficace. Une bâche d'eau chaude, une cuve d'empâtage de 10 hectos. Donc c'est de l'infusion. On peut voir ici, hop là, on fait un peu de bruit en passant, mais on a un monopalier par infusion. Donc on a nos plaques ici perforées, voilà. Et ensuite notre cuve d'ébullition juste à côté. Et on a après nos fermenteurs de 20 hectos pour le coup, donc on les remplit en 2 fournées. Quand j'ai repris, on avait 3 fermenteurs de 20 hectos. Là, on en a un 4e qui est arrivé et on en a 2 autres qui arrivent dans 15 jours. Donc on aura 6 fermenteurs de 20 hectos pour pouvoir nous faire, on va dire, 1650 hectos à fin 2021. Donc ce qui est déjà plutôt raisonnable. Et après, on devra clairement déménager si on veut agrandir parce que ça passera plus. Dans ces locaux-là, ça va être compliqué. Donc voilà, en face de nos fermenteurs, on a une grosse partie des investissements qui ont été faits dans la brasserie. Donc c'est une soutireuse ISO, donc notre ligne de conditionnement automatique, où on a nos bouteilles qui sont étiquetées, puis conditionnées là-dedans, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais on bosse en ISO. On voit ici à côté notre lanterne de carbonatation qui nous permet de saturer notre bière en CO2. Ce qui nous permet aussi de faire donc une bière sans alcool, parce que la refermentation ramène de l'alcool, donc c'est un peu bête de faire une bière sans alcool refermentée, par principe, et qui nous permet aussi de faire notre gamme de soda. Donc voilà, donc une belle machine qui nous a donné bien des soucis au début en termes de réglage et de fonctionnement, mais aujourd'hui on la maîtrise et ça se passe plutôt bien. On peut aller jusqu'à 2500 bouteilleurs, donc c'est plutôt pratique. Là où avant, quand j'ai repris mars l'année dernière, on faisait 10 hectos en 10-11 heures. Là on fait 1500 bouteilles à l'heure sur de la 33, quoi. Donc, si on fait des fermenteurs de 20 hectos, on les fait en 4 heures pour des bouteilles de 75. Donc c'est quand même un peu plus pratique, ça nous facilite un peu la vie. Donc là on avance un peu dans la brasserie. Ici on a une espèce de zone tampon qui nous sert nous de zone de stockage, des palettes de nos bouteilles. Après on a une petite cuisine, on fait notre popote et on a aménagé une partie stockage, matières premières et produits finis, parce que là il n'y avait rien du tout quand je suis arrivé. Donc on a installé des racks, c'est pas très radiophonique, mais on a installé des racks de stockage et une mezzanine pour faire des bureaux. Et à la base, en dessous de cette mezzanine était prévu un petit espace dégustation, qui aujourd'hui est un peu une zone en bazar, parce que on n'a plus de dégustation qui se font sur place, voilà. Et on va même mettre devant cette zone des nouveaux racks pour stocker de la matière première et du produit fini, parce que on manque un peu de place, voilà. Alors justement, parlons-en des matières premières. Ouais, alors les matières premières, là-dessus on va pas être original, hein. On a pas mal de malt pour l'instant, on teste pas mal de fournisseurs en malt. On a commencé avec Malterie du Château, un peu comme tout le monde. Là aujourd'hui on bosse, on fait des tests avec Dingeman, on est plutôt content en termes de qualité de produit, en termes de prix également. Je pense qu'on va rester là-dessus pour l'instant. J'avais fait des recherches pour avoir des maltes tracés Hauts-de-France, mais là on atteint des prix qui correspondent pas à notre business model, donc pour l'instant ce sera pas possible. Comme j'avais fait des tests aussi pour faire du 100% bio, pour l'instant c'est pas à l'ordre du jour, ça arrivera dans le futur, parce que c'est un souhait quand même de faire soit une bière bio, soit une gamme, mais on verra ça par la suite. Les houblons, on bosse majoritairement avec Cope Nord. Sur notre Lille Blonde, Lille Trip, c'est 100% des houblons de chez Cope Nord. Et ensuite, on a des houblons de Nouvelle-Zélande, des États-Unis. Les houblons américains, on bosse avec Yakima. Voilà, on a réussi à contractualiser pas mal de choses pour assurer nos appros. Parce qu'en fin d'année, j'ai eu quelques moments de frayeur pour trouver quelques houblons. Là, j'ai sécurisé mes approvisionnements pour pouvoir être sûr de pouvoir continuer à brasser, notamment nos IPA. Parce que c'est sur les houblons comme ça, aromatiques, où le marché est un peu plus tendu, quoi. Donc voilà, on utilise aussi pas mal de flocons d'avoine, flocons de riz. On consomme un peu de sucre pour fabriquer notre limonade. On n'en met pas dans la bière, on en a un petit peu dans notre trip, mais sinon on met pas de sucre. Voilà un peu pour les matières premières. On voit derrière nous des grosses palettes de bouteilles. On a de la chance d'avoir de la hauteur dans la brasserie, donc on arrive
à utiliser la hauteur pour stocker. Ça veut dire quoi, j'ai sécurisé mes approvisionnements en houblon? On sécurise l'approvisionnement parce qu'aujourd'hui, comme je disais, en fin d'année, je me suis retrouvé avec une pénurie de houblon sur 2 variétés de houblon que j'arrivais pas à trouver. Alors, ça a été assez compliqué. J'ai des collègues qui nous ont dépannés, et puis pour finir, j'ai réussi à en retrouver un peu. Et là, on va presque doubler notre capacité de prod cette année. Et donc, du coup, on va avoir beaucoup plus de besoins. Et je ne veux pas me retrouver en milieu d'année en me disant non, il n'y a plus de houblon, ou alors c'est 2 fois le prix. Moi, mes prix ils sont cadencés pour l'année. Et donc, je sécurise mes achats en contractualisant un volume de houblon. Je me suis engagé auprès d'un fournisseur à lui acheter un volume à un certain prix. Et donc, je suis sûr d'avoir ce dont j'ai besoin. Donc, ça marche pas mal comme ça. Sur l'ensemble de tes bières, tu utilises combien de variétés de houblon? On a déjà 3 beaux houblons aromatiques sur notre IPA. On a un amérisant là-dessus. Après, donc ça fait 3, 4, 5, 6, 7. On a au moins 7 houblons sur nos bières. 7, 8, ouais. Sur l'ensemble de notre gamme, on a une petite dizaine de houblons différents. Ouais. Et en termes de malt? Alors le malt de base, c'est le Pilsen de rang de printemps. C'est le grand classique qui va bien. Ensuite, il y a un peu de Munich, un peu de Cara Ruby, un peu de Cara Claire, du flocon d'avoine, du flocon de riz. Donc on a aussi pas mal de matières premières différentes. On s'organise pour pouvoir les stocker. Historiquement, les brasseries dans les campagnes s'installaient proches des sources. La source de Lille, elle est bonne? La source de la bière Lille, elle est bonne, ouais. Mais alors l'eau à Lille, franchement, c'est pas effectivement la meilleure, à mon avis. Elle est très calcaire. Donc c'était un sujet, ça. Donc aujourd'hui, on n'a pas investi dans la partie traitement de l'eau, parce qu'on a déjà fait de gros investissements en arrivant. Par contre, on traite l'eau au moment de l'empâtage, quoi. On la corrige quand même. On corrige notre pH. De temps en temps, on met un petit peu de chlorure de calcium ou de sulfate de calcium en fonction des bières. Je sais que mes prédécesseurs ne corrigeaient pas l'eau, c'est un souhait. Nous, tout ce qu'on fait ici, c'est vraiment dans l'optique d'avoir une bière de qualité à la fin. Donc si l'eau est pas comme souhaité à l'entrée, on la corrige pour avoir l'eau qu'on souhaite avoir à la sortie, quoi. Enfin, au moment du brassage. Donc on corrige l'eau. Ouais. Au moment du déménagement, on se posera un peu plus la question de l'eau, et voir comment on fait pour peut-être la traiter un peu plus. Mais on va pas chercher une source pour s'installer à côté. Ce sera plutôt là l'emplacement qui fera que ce sera un peu plus pratique pour nous au quotidien, quoi. Les 5 dernières minutes avec la dégustation. Antoine, que nous proposes-tu? Alors là, on va commencer par une 104, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas brassé, donc on est toujours content d'en boire une. Là, on va déguster donc la Pale Ale aux 4 céréales. Donc l'idée de cette bière, je voulais dans ma gamme une bière légère, mais qui ait quand même du goût. Parce que souvent, alors légère, quand je dis légère, elle fait 4,5 degrés. Souvent, j'ai l'impression, ce n'est que mon impression, que les bières légères, soit elles n'ont pas beaucoup de corps parce qu'effectivement il n'y a pas d'alcool, donc soit elles n'ont pas beaucoup de goût, soit on compense par du houblon. Des Hopi Lager, des American Pale Ale et compagnie. Moi là c'était pas l'idée, je voulais une Pale Ale pure, légère, mais qui ait quand même un peu de corps. Donc on a travaillé sur 4 céréales différentes, du malt d'orge, des flocons d'avoine, du seigle et des flocons de riz. Chacun apporte sa petite pierre à l'édifice pour pouvoir avoir cette bière légère mais qui est quand même un peu de corps. Le seigle va donner un peu de croustillant à la bière, le flocon d'avoine va lui donner un petit peu de rondeur, le flocon de riz va mettre en avant le côté aromatique des houblons, qui restera quand même léger, parce qu'encore une fois, je veux pas que ce soit une American Pale Ale. Et ensuite, on a un houblonnage avec des houblons des Flandres et un petit peu de houblon américain aromatique, juste pour ramener une petite pointe de vivacité dans la bière, quoi. On le retrouvera au goût. On a ici donc une bière blonde assez claire, un beau jaune, pas paille, mais pas loin, quoi. Une mousse bien blanche qui tient bien. Il faut savoir que je suis très maniaque sur la tenue de la mousse et que pour moi c'est très important d'avoir une bière, c'est avec de la mousse, on n'est pas des Anglais, on boit de la bière avec de la mousse et ça a son importance. Donc là, sur toutes nos bières, normalement vous retrouverez une mousse assez dense et qui tient dans le verre. On a un bonnet quand même, on sent quand même la céréale, hein. On a ce nez un peu maltais, on a un petit côté citronné parce qu'on a effectivement du citrat dans cette bière. On a un peu de citrat, on a un peu de cascade, donc ça se retrouve au nez. Et après, en bouche, on y va. Donc effectivement, c'est frais,
Alors, c'est plus une bière d'été, j'avoue, mais là, on est bien, il fait froid dans la brasserie, on est quand même content de la boire. Donc, on a ce côté très léger, il n'y a pas de sensation d'alcool ou quoi que ce soit, mais on sent qu'il y a quand même un peu de mâche en bouche. Il y a les houblons qui arrivent, moi je trouve en fin de bouche, ce côté, les petits houblons aromatiques, on les sent quand même bien. On sent la céréale. Je suis ravi moi de cette bière. C'est une de mes préférées avec la Lille Triple qu'on va goûter après. Alors je suis peut-être pas très objectif, mais bon, je trouve qu'elle est pas mal réussie et que ce que je voulais en tout cas est là quoi. Une bière légère qui a du caractère. Voilà. Deuxième dégustation. Lille Triple. Donc là c'est un autre registre. On passe sur une bière triple type bière belge triple d'abbaye. On a une levure d'abbaye de chez l'Allemand. J'aime assez bien ces levures de chez l'Allemand. Donc une bière à 8 degrés. Je pense que c'est pas mal pour une triple. Pas mal de flocons d'avoine dedans pour amener de la rondeur. Une belle tenue de mousse, on le voit encore. Une mousse bien compacte, un peu crème. Un peu plus ambrée. Celle-ci, on a des maltes un peu plus torréfiés, si on peut dire ça comme ça. Des houblons 100% de la région, coopérative houblonnière du Nord. Un tout petit peu de sucre, pas trop. Et l'idée, c'est que justement cette bière soit à 8 degrés, mais c'est qu'elle soit légère à boire. Parce que moi, quand je bois une bière, j'aime bien en boire deux. Et si ça me pèse sur l'estomac, c'est pas agréable, quoi. Donc l'idée, c'est d'avoir une bière qui effectivement titre à 8 degrés, mais qui soit légère à boire. Donc ici, autant dans la Pale Ale, on a une levure dite neutre, va pas ramener forcément d'arômes supplémentaires ou de complexité supplémentaire à la bière. Là ici, la levure d'abbaye va ramener beaucoup de complexité à la bière. En plus, on la travaille à une température assez élevée pour ramener du fruit, ramener un côté un peu clou de girofle, coriandre. La levure pour le coup a été sélectionnée pour ramener un peu de complexité à cette bière, au-delà du choix des céréales, des houblons et de la façon de faire, quoi. Donc une belle couleur ambrée, mousse un peu crème et bien épaisse. Au nez, on sent un côté épicé, alors qu'il n'y a pas d'épices rajoutées. Je sais qu'il y a les bières plutôt traditionnelles de la région, il y a souvent un peu d'écorce d'orange, de graines de coriandre, etc. Donc pour l'instant, on n'en met pas dans nos bières, mais du coup, la levure vient amener ce côté, effectivement, moi j'ai le côté assez clou de girofle au nez, légèrement banane. On a beaucoup de bananes quand ça fermente. On l'a entendu tout à l'heure dans le barboteur, mais au nez, ça s'estompe un peu, parce que la garde vient atténuer ce côté très banane. Et donc en bouche, on y va aussi. J'ai encore mes réflexes des fois du vin, de faire rentrer de l'air dans la bouche, mais pour la bière, c'est pas l'idéal. Donc voilà, en bouche, on a une belle longueur. J'aime beaucoup cette bière. Assez fraîche en attaque. Le côté épicé qui arrive en fin de bouche, c'est pas, il n'y a pas de prépondérance à un moment donné, on a eu, c'était un peu trop épicé en fait. C'était très marqué par le côté girofle. Là, on a retravaillé un petit peu notre façon de fermenter, notamment les températures de fermentation, pour être transparent. Et c'est un petit peu moins marqué. Donc aujourd'hui, elle est beaucoup plus délicate et je la trouve très bien équilibrée. Et de ce fait-là, elle reste bien, elle a une belle longueur en bouche. Donc une belle base maltée et ce petit côté épicé de la levure qui vient derrière, moi je la trouve top. Donc là, on va goûter la Lille IPA. Donc la Lille IPA qui est, on va dire, en dérivé, si on peut dire c'est comme ça, de la 104 IPA. Donc on a la même base maltée avec de malte d'orge, malte de blé, flocons de riz. Et donc la différence, c'est que ça joue sur le houblonnage en fait. Donc on a les mêmes houblons mais pas à proportions différentes et un dry hopping un peu différent. Donc là on fait un seul dry hopping, contrairement à la 104 qui est un double dry hop. Un premier en biotransformation à chaud, on va dire, et un autre à froid. Là, on a un dry hopping à froid sur la Lille IPA. Donc on va goûter ça. Hop. Donc là, on a une bière. Alors moi, tu vois, je me suis mis un peu de levure là sur celle-ci, qui est une IPA d'un blond assez foncé, assez soutenu. On a un petit peu de Cara Ruby dedans. On reste sur une mousse blanche, toujours dense,
hein. La mousse, de toute façon, ça reste une constante chez nous. L'idée de cette IPA, c'est surtout sur la Lille, qui se veut être une gamme un peu consensuelle, c'est d'avoir quelque chose de pas trop amer. À tel point que quand j'ai voulu l'inscrire à des concours, ça passait limite pas dans la gamme IPA parce qu'on n'avait pas les critères pour, quoi. Et c'est ce que je voulais. Donc on fait plutôt un travail sur le dry hop pour amener de l'aromatique sans ramener trop d'amertume. Ce qui fait qu'aujourd'hui la Lille IPA a un beau succès auprès des consommateurs parce que on arrive à conquérir, on va dire, un public qui est non amateur d'IPA ou non initié aux IPA, mais qui aime bien la Lille IPA. Elle est en train de prendre le lead sur la Lille blonde, par exemple, actuellement. Donc on est, là, il y a pas, on est clairement sur quelque chose de très aromatique, un côté un peu mangue, légèrement citron. Alors la mangue, c'est amené par le Motueka, qui est un houblon néo-zélandais. On contrebalance le côté très aromatique du Motueka et du Citra par l'ajout d'un peu de Polaris, qui est un houblon allemand, avec un côté un peu résineux, toujours pour avoir une question d'équilibre. Donc on va goûter ça. Donc là, le nez est cohérent avec la bouche est cohérente avec le nez. Ça tapisse bien le palais, je trouve. On a une belle sécheresse, donc le blé est là pour ça, pour amener une sécheresse à la bière. La levure, qui est de la Nottingham de chez l'Allemand, elle n'amène pas non plus grand chose, hein, c'est pas l'idée. Là, c'est plutôt le travail des céréales et du houblon. Une belle longueur en bouche. Moi, j'aime bien ce côté un peu, je la trouve un peu ronde en bouche, un peu soyeuse, entre guillemets. Je sais pas si c'est les bons termes. Je trouve que l'équilibre entre l'amertume et l'aromatique est plutôt là. Alors on va terminer par une de nos bières vieillies. C'est vrai que j'ai pas dit tout à l'heure, mais on a fait des vieillissements en barrique. Donc parce que moi ça me tenait aussi à cœur, venant du monde du vin, de faire vieillir des bières dans des fûts, de faire des bières après prochainement avec des levures de vin ou de champagne ou des élevages en amphore, etc. Comme je disais, donc essayer de rallier le vin et la bière. Donc là on a une triple Kveik, donc la levure Kveik, qui a été vieillie dans des fûts ayant contenu du moscatel et du sauterne. Donc là, on va goûter la version moscatel, une triple Kveik un peu bodybuildée. Elle est pas au degré de l'étiquette, elle est plutôt à 9,5, 10 degrés. Et on va voir un peu l'influence du moscatel. Alors le moscatel, c'est, on va dire, le muscat espagnol ou portugais, quoi. Et ça ramène beaucoup de finesse à la bière, c'est assez sympa. Donc triple Kveik moscatel, donc ça c'est la version triple 104. Donc déjà une levure particulière, un Live Oak qui bosse à des températures assez élevées, qui a priori travaille assez rapidement, qui donne des arômes à la bière assez un peu fruits jaunes, une légère salinité en fin de bouche, c'est assez intéressant à travailler. Donc ici on est sur une triple, un peu comme sur la Lille triple, c'est la même base, légèrement ambrée. Une belle mousse un peu crème qui tient bien, malgré l'élevage fût. On a quand même une mousse. Souvent, il y a des bières en fût qui n'ont pas trop de mousse, mais là, ça tient bien. Un petit peu moins carbonaté que les autres, parce que c'est le style qui veut ça. Elle est restée en fût du mois d'avril à fin octobre. On connaît, c'est assez intéressant. Alors, du coup, il y a assez de complexité dans cette bière. Moi, j'ai un côté un petit peu sucré, et très fruits jaunes. Très fruits jaunes, j'ai un peu d'abricot, j'ai un petit côté un peu ananas. Donc c'est assez sympa. Rien connaît, on se fait déjà un peu plaisir en même temps. Je la redécouvre parce que ça fait longtemps que je l'ai pas bu en fait. Donc je suis assez content de connaître, de redécouvrir ce nez. Le moscatel apporte beaucoup de finesse, je trouve, à cette bière. Un petit côté un peu noix de coco qui arrive en milieu de bouche, en entrée de bouche. On garde ce côté fruité. Moi, j'ai l'ananas rôti un petit peu qu'on retrouve aussi dans le sauterne. Ça, c'est typique pour le coup du vin de sauterne. Mais là, on l'a légèrement dans le moscatel. Côté un peu coco, légère astringence sur le palais. Et du coup, une belle longueur, quoi, une belle longueur en bouche. Non, là, je suis content du test qu'on a fait. C'était réellement un test, hein. J'ai acheté 4 barriques. Je me suis dit, allez, on se lance, on y va. On essaye, quoi. On s'est fait accompagner quand même pour le suivi du vieillissement par Brewing Theory aussi. Mais là, on est content du résultat. Et on en a encore pas mal à vendre, donc ça, c'est pas mal. Pour nos clients, on va être contents. Antoine, quels sont tes projets pour la suite ? Oula, il y en a beaucoup. Alors les projets à venir, c'est là on reçoit 2 fermenteurs dans 15 jours. Donc l'idée c'est de pouvoir continuer cette année dans cet endroit-ci pour faire nos 1600 et quelques hectos.
Et les projets à court terme seront de déménager, toujours dans la métropole lilloise, mais d'avoir un local un peu plus grand, avec un bloc chaud un peu plus grand pour pouvoir augmenter encore notre capacité de production, et ce qui nous permettra de pouvoir proposer de nouveaux produits. Donc de pouvoir reproposer de manière pérenne la gamme 104 avec des bières éphémères, refaire du vieillissement et d'autres produits innovants à venir. J'ai pas mal d'idées, mais je fourmille pas mal dans ma tête et j'ai pas mal d'idées d'envie d'innovation, donc il y a toujours des nouvelles choses qui sortiront à la brasserie Gobrecht, quoi. Merci à Antoine Gobrecht pour son accueil lors de l'enregistrement en février dernier. Merci à Brasseurs de France qui a permis la réalisation de cet épisode. Comme vous en avez l'habitude, je vous invite à visiter la brasserie en images sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram. Si vous avez apprécié cet épisode, merci de le dire et ainsi de soutenir le Podcapsuleur sur les réseaux sociaux et en laissant un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci aussi de soutenir financièrement le Podcapsuleur sur Tipeee. Dans 15 jours, nous irons prendre le grand air en Bretagne et nous ferons étape à Saint-Malo. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez mais sans forcer.